Merci beaucoup, Nadia. Je vais faire un partage d'écran tout de suite, de manière à partager avec vous mon PowerPoint. Et voilà. Et voilà. Merci à tout le monde de vous être joints comme ça aujourd'hui en si grand nombre. Je suis vraiment extrêmement touchée, je dois dire. Et j'aimerais en profiter pour souligner que je sais que vous êtes à divers endroits au Québec actuellement. Moi, je suis dans mon bureau ici au pavillon Parc de l'Université de Montréal, pavillon à l'école de réadaptation. Puis donc, mon pavillon est situé sur un territoire où bien avant l'établissement des Français, il y a différents peuples autochtones qui ont interagi les uns avec les autres. Puis j'aimerais leur rendre hommage à ces peuples et à leurs descendants, ainsi qu'à l'esprit de fraternité qui a présidé à la signature en 1701 de la Grande Paix de Montréal, un traité fondateur de rapport pacifique durable entre la France, ses alliés autochtones et la Confédération Haudenosaunee. C'est inspiré de la déclaration de reconnaissance adoptée par mon institution dans les dernières années. Je devais aussi, je crois important de mentionner, je devais présenter sur ces résultats de recherche en collaboration avec Alison Kutcher, qui est présente avec nous, mais aussi avec une des 4 communautés dont je vais vous parler aujourd'hui, à une conférence sur la santé autochtone qui se tient aux 2 ans à Mississauga, mais la conférence avait été annulée. Donc, c'est pas tout à fait normal pour moi de présenter ces données sans de faire de manière collaborative, comme ça a été le cas dans le passé. Alors, mais il y a plusieurs raisons qui font en sorte que c'est pas possible aujourd'hui. Et j'ai décidé, dans le contexte, de ne pas nommer les communautés avec lesquelles la recherche s'est déroulée. Maintenant, un mot sur les cris du nord du Québec qui ont vécu des millénaires sur un territoire qui occupe presque un quart du Québec, la surface du Québec, et où ils se déplaçaient pour chasser, pêcher, cueillir, trapper, se rencontrer. Et ces peuples vivent maintenant principalement dans 9 communautés qui sont dispersées sur le territoire et dont la population peut varier entre environ 900 jusqu'à plus de 5000. Et c'est important de le noter, je trouve, la vie plus sédentaire en communauté est relativement récente pour certaines des communautés, coïncidant avec l'avènement de la Convention de la baie James du nord du Québec en 1975. La population actuelle est d'environ 18 000, près d'un dixième de la population autochtone du Québec. C'est aussi un territoire qui correspond à la région socio-sanitaire 18 de notre ministère. Et il y a le Conseil CRI de la santé des services sociaux de la baie James a un mandat qui est défini par la loi 5, mais le Conseil répond aussi à la Convention de la baie James, qui est une entente historique juridique entre le Grand Conseil des CRI, l'Association des Inuits du Nord et les gouvernements Québec et canadiens, ainsi qu'Hydro-Québec. Alors, on peut dire que c'est une institution qui répond à la fois, qui rend des comptes au ministère de la Santé, mais aussi au Grand Conseil des CRI, au gouvernement CRI. À titre indicatif, juste pour vous situer un petit peu vis-à-vis du Conseil CRI, c'est une institution qui embauche près de 2500 personnes. Et les carrés oranges, je vous fais porter votre attention, représentent les 9 cliniques locales dans les communautés. Donc, c'est ce que je voulais vous faire remarquer en ce qui concerne le Conseil, qui, en 2018, embauchait 40% des postes de gestion étaient comblés par des personnes CRI. Un mot sur l'initiative en regard de laquelle la recherche s'est déroulée, c'est que, et ici, la photo que vous voyez, en fait, c'est un comité local de Mi'kmaq, de bien-être dans une des communautés, une des 9 communautés, Chisasibi. C'est à titre illustratif. Donc, en 2013, le Conseil CRI entamait et investissait un vaste projet, le Eoatawen Mi'kmaq Planning,
qui visait à soutenir le développement de ces comités, de renforcer les comités dans les 9 communautés et renforcer leur capacité à travers des formations et des ressources à pouvoir consulter les membres de la communauté, identifier les priorités de santé, cartographier les ressources locales, identifier les lacunes et élaborer des plans d'action locales, mais aussi d'assurer une collaboration avec les entités régionales telles que le Conseil CRI, mais aussi les autres comme la commission scolaire, les associations d'aînés ou de femmes CRI, par exemple, de manière à pouvoir informer les programmes et les politiques publiques pour la région. L'idée étant d'aborder les multiples déterminants sociaux de la santé, en plus de soutenir les plans locaux. Alors, cette diapo vise à vous donner une idée de la structuration plus locale dans les communautés en ce qui concerne les comités, toujours à partir de l'exemple de Chisasibi qui a publié sur sa page Facebook différents documents qui parlent de leur comité. Donc, on voit que le Mute Matsume Committee est constitué de représentants à la fois des membres de la communauté, mais aussi du conseil du chef et conseil de bande, du comité de justice, de l'école, la commission scolaire, ainsi que d'autres entités comme la clinique locale ou le conseil des aînés. La représentation peut être variable d'une communauté à l'autre. Dans le cas de Chisasibi, il y avait aussi une équipe qui s'appelait le Mental Wellness Team, une organisation locale. Donc, ces comités-là sont constitués de personnes qui sont non salariées, mais qui ont en fait, le plus souvent, sont des employés dans d'autres organismes ou institutions, ou alors reçoivent des honoraires pour leur participation. Et le comité répond généralement au conseil des chefs de bande. Leur financement est lié à des projets, des subventions diverses, fédérales, provinciales, privées ou des fondations, ou encore des initiatives telles que le IAMP, le Iwata-Wen Mute Matsume. Et les comités se rapportent généralement à leur conseil et chef de bande. Donc, la recherche dont je vous parle s'inscrit dans le cadre de cette initiative, le IAMP, et d'une évaluation développementale entre 2015 et 2020 à travers un partenariat entre des chercheurs de l'Université de Lille, où j'étais en fait postdoctorante à l'époque de la collecte des données, et les membres de l'équipe de gestion et d'implantation du IAMP au niveau du Conseil CRI. Les visées de cette évaluation développementale étaient de soutenir et d'augmenter l'implantation à travers la rétroaction en continu sur des activités d'implantation et des étapes importantes et de documenter l'historique de l'implantation, les décisions, les activités, les livrables, les autres retombées, mais aussi de comprendre la perspective des différents acteurs régionaux et locaux vis-à-vis la planification, les défis, les facteurs facilitants, tout en explicitant le contexte plus large dans lequel s'inscrit l'initiative. Join the meeting. Aujourd'hui, je vous parle de la composante vraiment locale de la recherche. Les questions de recherche visaient à comprendre le sens de l'engagement et de la participation des membres des comités locaux, de comprendre les processus qui soutiennent leur avancement vers l'atteinte de leurs objectifs et de comprendre aussi comment leur action se coordonne avec le contexte local, de quelle manière elle s'inscrit dans le contexte historique. La recherche est fondée sur une approche théorique qui nous provient des sciences de l'occupation, mon domaine de recherche, et qui conçoit la relation entre l'action humaine et l'environnement de manière holistique, en perpétuelle co-coordination. Et donc, on va dire que les occupations humaines sont des sites d'interaction complexes entre l'individu, son environnement, incluant sa communauté, l'espace physique, la langue, les structures sociales. Ici, une citation des sciences de l'occupation qui décrit les occupations comme des modes à travers les individus en tant qu'organismes dans un environnement de manière holistique, fonctionnent dans leur complexité, leur totalité. Le travail de terrain a compris des visites dans les communautés, important de le dire, des visites brèves d'une durée moyenne de 4 jours, des documents aussi partagés par les membres des comités locaux, des entrevues individuelles avec eux,
semi-structurées, des observations d'activités diverses auxquelles j'ai été invitée, des conversations dans la communauté, des échanges et discussions de groupe sur les résultats d'analyse préliminaires au fur et à mesure, toujours avec les mêmes membres avec qui j'ai été engagée dans le processus de recherche à l'échelle de la communauté. Donc, les résultats que je présente aujourd'hui sont issus d'une analyse thématique de l'ensemble de ces données pour identifier les thèmes qui sont récurrents à travers les 4 communautés. Ce qui veut dire que j'aborde donc pas l'histoire singulière de chacun de ces comités locaux de Miyatsun, ni des projets concrets ou objectifs très spécifiques qui leur sont uniques. Le travail, et c'est important de le dire que le travail et les préoccupations des participants ne se résument pas uniquement au contenu abordé aujourd'hui, mais ce que j'aborde, c'est vraiment les thèmes très prégnants à travers la masse des données. Les résultats se présentent en fait en 2 grandes parties. Je vais me concentrer aujourd'hui pour les fins de la présentation sur la première partie, où tant du point de vue des intentions que de l'action, l'engagement dans la planification est fondé sur 3 grands thèmes, 3 grandes catégories. La perception d'un besoin dans la communauté de guérir des traumatismes intergénérationnels, de revitaliser la culture CRI, de décoloniser les politiques, programmes et services. Ce sont des thèmes qui, en fait, répondent à la perception d'une cause fondamentale, dans le sens où les problèmes de santé ou de santé physique ou de santé émotionnelle ou les problèmes sociaux sont conçus par les membres comme étant des expressions là, résultant d'un partage, de traumatisme historique partagé. Et le processus de guérison constitue un processus qui est individuel et collectif à la fois, et local, et qui implique donc la famille, la communauté. De participer au comité de santé, selon plusieurs des participants, constitue en fait une responsabilité. C'est-à-dire qu'ils vont concevoir que de s'être engagé dans un cheminement personnel est très important, sans quoi ça devient difficile de s'engager, de soutenir la guérison chez les autres, et d'assumer cette responsabilité donne du sens à cette participation, cette occupation d'être membre des comités. Join the meeting. C'est donc, nous pouvons, je vais lire les citations, on doit pouvoir nous regarder nous-mêmes si nous voulons pouvoir aider les autres. Les membres des communautés locaux sont des membres de la communauté qui poursuivent un parcours de guérison et qui la souhaitent à la communauté. C'est un engagement vers la connaissance de soi qui peut aussi comprendre une étape de divulgation éventuelle auprès des proches ou même dans certains espaces publics où les participants s'appuient donc sur cette expérience et capacité à prendre la parole dans leur travail. Je me suis récemment sortie comme survivante. C'est comme ça que j'ai appris à en parler, nous rapporte un membre du comité local. D'après plusieurs participants, la divulgation est essentielle à la guérison. Ils ont partagé des expériences de divulgation, soit la leur ou celle de personnes proches dont ils ont été témoins. Ils ont parlé de la souffrance et des impacts de non-divulgation au sein d'une famille. Je lis, « J'étais fâchée contre lui car il y avait une partie de lui que je n'ai pas pu connaître, avec laquelle il est parti. Ça m'a privé de connaître qui était réellement mon père. Tu sais, j'aurais pu mieux le comprendre. » Aussi, en lien avec la guérison, ils ont parlé de la... Pardon, je suis juste en train de regrouper des... Ils ont parlé de la question de la pluralité spirituelle comme dans leur communauté. Ainsi donc, guérir peut s'appuyer tant sur une spiritualité chrétienne que traditionnelle. Je cite, « Pour ma part, je crois beaucoup à la Bible. Dans ma communauté, il y a des personnes qui croient encore beaucoup à la spiritualité traditionnelle. Et puis, il y a des personnes qui souhaitent juste aller vivre un certain temps dans le bois et y trouver la guérison. » En lien avec la guérison, toujours, les participants ont parlé de l'importance de créer des espaces qui permettent la divulgation, le partage d'expériences et l'ouverture. Nous devons créer les espaces où ce dialogue peut avoir lieu. Sinon, il faut continuer à porter le fardeau en termes de trauma. Le trauma habite le corps.
Les participants ont raconté comment le dialogue autour des expériences dans les pensionnats n'ont commencé qu'autour et après les audiences de la commission Vérité et Réconciliation. Et dans plusieurs communautés, les comités locaux ont contribué à l'organisation d'événements de partage. Mais pour plusieurs, les opportunités de rencontre sont insuffisantes, que ce soit à l'échelle régionale ou dans les communautés. Je cite, « On essaie de ramener des manières, deuxième grand thème, désolé, j'ai introduit, revitaliser la culture CRI pour améliorer le Mi'kmaq. Je cite, « On essaie de ramener des manières traditionnelles de vivre, de bien vivre, comme dans le temps, comme avant l'arrivée du diabète et tout le reste. Tu sais, l'exercice, les choses que tu fais dans le bois, couper le bois, collecter les gélinottes des bois et tout ça. Je n'ai pas grandi comme ça, moi. » Ils ont à répétition, les participants, souligné l'importance de renforcer ou de réintégrer dans la vie quotidienne des pratiques, des savoir-faire, des connaissances, ainsi que la langue CRI. Ils ont parlé de la privation culturelle qu'elles avaient vécue et du fait d'avoir été retirées de leur famille et communauté. Important à mentionner qu'il ne faut pas confondre le thème de la revitalisation avec un retour à une vie passée, ni avec un rejet de la technologie ou des conditions matérielles de vie actuelles, mais bien de la réintroduction de pratiques et de savoirs, de valeurs. À cet égard, ils ont beaucoup parlé de l'importance de la revitalisation à travers des activités liées au territoire qui sont associées à une conception positive du bien-être ou directement liées au healthy living. Ils sont aussi associés à une conception holistique de la guérison en regard des propriétés thérapeutiques du contact avec la nature et les objets dans la nature, qu'on pense à d'être dans le bois, je cite, de toucher à quelque chose de réel, comme un tronc d'arbre que tu essaies de bûcher ou quand tu essaies de construire quelque chose. Ça te sort de ta maudite tête, là. Ça t'éloigne de ton ego qui essaie de te descendre quand tu es déjà déprimé. Ils ont aussi beaucoup parlé des projets spécifiquement dénommés de land-based healing, de guérison par le territoire. Aussi, les activités liées au territoire sont considérées plus accessibles d'un certain point de vue parce qu'ils procurent des apprentissages à travers des occupations qu'ils pourront retrouver, dans lesquelles ils pourront s'engager de manière autonome, ce qui ont contrasté avec ce que les gens peuvent retirer parfois de programmes, qu'on pense à des programmes de réadaptation qui sont situés à l'extérieur des communautés et qui vont viser d'autres objectifs et les outiller autrement. Enfin, c'est aussi ramener les enseignements de revitaliser la culture. Ramener les enseignements et des pratiques qui sont liées aux cérémonies, comme renforcer l'identité, la fierté, le sentiment d'appartenance à travers des rites de passage. Je cite, « Nous devons travailler avec les mères qui arrivent avec leur nouveau bébé, les aider à faire les cérémonies qu'on avait, nous, quand on était petits, quand on se sentait important. La cérémonie des premiers pas, de la première raquette, de la première pagaie. Tout ce qu'on faisait était célébré. On doit ramener ça pour que le jeune, lui, en grandissant, le sente aussi. » Donc, on peut dire que la revitalisation culturelle, de leur point de vue, répond ultimement à une préoccupation pour l'identité, le bien-être, la capacité à contribuer à la communauté. À l'échelle individuelle, les participants ont partagé le fait que la revitalisation, c'est un processus d'apprentissage et Join the meeting. Ils ont témoigné de la gêne et de la honte que peuvent parfois vivre des adultes CRI devant leur manque de connaissances et d'habileté vis-à-vis les pratiques traditionnelles ou occupations liées au territoire. Et aussi, la difficulté avec la langue CRI est aussi nommée comme une source d'embarras, en particulier chez les plus jeunes vis-à-vis de leurs aînés. J'aimerais citer, cette personne peut avoir 30 ou 40 ans et elle me dit presque, je suis trop gênée, je suis trop vieille déjà. Et je lui dis, tu n'es jamais trop vieille pour apprendre, car moi-même, j'ai appris à nettoyer une oie alors que j'étais adulte. Je ne l'ai pas appris jeune. Beaucoup de monde ont pu l'apprendre jeune, mais moi, j'ai été enlevée. Donc, de revitaliser la culture CRI, du point de vue des membres des comités locaux, c'est aussi favoriser une progression par étapes en termes de complexité, d'envergure, de projets spécifiques. Ici, je cite
Alors, je leur dis, et c'est dans le contexte d'un atelier de couture et de broderie sur cuir qui peut aller jusqu'à la fabrication de mitaines, de mocassins. Et les participants ont été impliqués dans l'organisation de tels ateliers culturels, parfois en dehors de leur comité, mais parfois aussi en lien avec leur activité. Join the meeting. Donc, vous avez eu le temps de le lire probablement, mais je le répète. Alors, je leur dis, tu peux apprendre, tu peux faire ceci. J'essaie de leur donner des idées pour un projet simple et je leur dis que je vais les aider. Et puis, elles se mettent à venir. Donc, vraiment, un processus de renforcement de la confiance, développement des capacités. C'est aussi un processus de collectivisation pour revitaliser la culture envers le soutien du bien-être. À travers des activités où on peut créer des groupes, réunir les familles, combler le fossé intergénérationnel et valoriser les connaissances, la sagesse des aînés. Je cite, « Ils doivent avoir des contacts avec les générations précédentes, la mienne et celle qui précède. Ils vont avoir besoin des connaissances et des savoirs, comment faire, être sur le territoire et tout ce qui vient avec, la chasse, la trappe, la façon de vivre cri, la façon de vivre en santé. » Enfin, troisième grande catégorie, grand thème, du point de vue de l'engagement, qu'on réfère aux besoins perçus de décoloniser. Je cite d'emblée, ce qui me motive, moi, c'est que je trouve qu'on deal encore avec la colonisation. C'est encore très fort, même si les gens ne la voient pas. C'est encore très fort. Ça concerne les politiques, les programmes, même les bureaucraties, les services. Pour les participants, la colonisation se traduit par l'implantation de programmes, services ou politiques qui compromettent ou minent l'expression ou la transmission de valeurs, de croyances ou de traditions. Et là, j'ai manqué un petit peu dessus pour la traduction, mais je vais vous lire un extrait un petit peu long en anglais. Merci d'être indulgent. Je ne l'ai pas mentionné tantôt, mais mes citations sont traduites de l'anglais. And for him, it was a special occasion. He's 96 and my grandson was 12 years old. So it's something that most people don't see at that age. So it was a special occasion. And then after he opened his gift, he blessed the gun and said a prayer and handed it over to my grandson. And he said, I was very skillful with rifles and hunting. You always be careful with this gift. It's a dangerous tool. You only put shells in it when you're ready. This is part of your life that's going to help you. So those are his beliefs, right? Now, if you take a look at the government's regulations, there's going to be questions there. Like, can you really give a child who's 12 a rifle? But to him, it's something spiritual, like passing down your skills, because he was a good hunter. And then he speaks a word and says, you will be just like me. And that's like a ceremony. And he cried. Désolée. Je mentionne que ça peut aussi se traduire par la décolonisation du point de vue de l'action des membres des comités, comme un devoir de composer avec un choc de valeurs tel que je viens d'illustrer. Donc, ici, dans le contexte je pense qu'on peut vous le voyez, là, de la réglementation à l'égard de la protection des aînés qui pouvait compromettre l'autonomie du parent ainsi que la transmission des valeurs. La décolonisation peut aussi impliquer d'assurer une garde, de résister à l'importation dans les communautés de programmes uniquement fondés sur des connaissances et valeurs eurocentriques qui sont développés par des allochtones. Un autre exemple, désolé pour l'anglais, they came in, there was a sexologist sitting there and she wanted to talk about bringing the sex and health education program. Very nice lady. I said, I hope you don't mind my curiosity, but who are you? And what are you doing here? She had this big binder, all these different levels or different programs from during the year. And she says, this is what I do down south. I said, we're Cree. Where are you going to put what we know? Because we have different things that we practice. I said, even a woman, when she has her first moon, it's kind of like a celebration because she's coming into womanhood, but she's separated from the men, and that teaches her to respect herself. Is there anything like that in your program? La décolonisation peut aussi signifier qu'il faille revendiquer et militer, dans l'exemple que je vais vous présenter,
pour une intégration de pratiques traditionnelles à la programmation développée par les instances régionales. Ça pourrait être le Conseil CRI de la santé, mais ici, l'exemple est vis-à-vis de la commission scolaire à l'égard du curriculum des écoles primaires et secondaires dans les communautés. Je vais citer, I cannot teach it right now until we have a permission from the CRI School Board. So the reconciliation of education has to be integrated. It has to be talked about to the school committee, parent committee, to approve it in our schools and communities. It's our community. It's got to be adopted into curriculum. Ici, c'était dans le contexte de une participante qui parlait des tensions qui étaient vécues entre parents, mais aussi entre les acteurs de la commission scolaire CRI, autour de l'idée d'intégrer des pratiques, des enseignements comme des rituels de danse ou de drum. En termes de défis plus généraux, les membres des comités locaux on compose avec la diversité des croyances spirituelles que j'ai évoquées tout à l'heure en faisant la promotion de l'inclusivité explicitement dans leur travail. On ne veut pas dire aux gens « Ah, vous suivez des approches traditionnelles, donc on ne vous aidera pas ». On cherche un équilibre, que tout le monde se sente en sécurité et capable de dire « Je veux en faire partie ». C'est de ne pas dégrader les autres dans leurs croyances. Aussi, en termes de ménage des craintes qui sont associées aux pratiques cérémoniales, c'est de voir aménager les craintes à travers des enseignements graduels, une exposition graduelle aux enseignements qui sont reliés à ces pratiques-là. Je vous cite, nous avons eu de la difficulté avec ça en 2006, lorsqu'on a commencé à pratiquer les cérémonies comme la cérémonie de la sudation. Nous allions parler avec les aînés qui y croyaient. Puis, peu à peu, les gens ont commencé à les accepter. Puis on leur disait, vous n'êtes pas obligés d'y aller. On les laissait observer. Puis, on leur donnait des enseignements de la cérémonie, des médecines utilisées comme le sweetgrass, cedar et le tabac. Donc, ici, je vais me permettre une interprétation qui n'est pas nommée dans les entrevues, explicitement par les participants, mais j'ai peur de ne pas avoir le temps d'y revenir tout à l'heure. C'est juste de mentionner qu'on peut interpréter les craintes qui sont associées aux pratiques cérémoniales comme étant le résultat, l'impact des programmes d'assimilation à travers l'histoire, puis spécifiquement les lois comme les potluck laws qui interdisaient les pratiques cérémoniales pendant plusieurs décennies et qui ont contribué à instaurer la peur, la crainte des cérémonies. Maintenant, je veux juste vous mentionner, je l'ai dit tout à l'heure, qu'il y avait comme une autre série de résultats. Je n'aurai pas le temps de rentrer en détail, puis ce n'était pas le but, mais je tiens quand même à les mentionner en passant. C'est des thèmes qui réfèrent au processus par lesquels les membres composent avec leur contexte local, organisationnel et aussi régional. Puis ça répond plus à la troisième question de recherche de tout à l'heure. Ils ont élaboré comment leur participation mise sur le fait de se connecter en tant que de connecter les différentes organisations à l'échelle locale dans leur communauté, de briser les silos, en fait. Et aussi, comment ils doivent réussir à conjuguer des rôles multiples pour participer pleinement dans le comité local de Mutnatune. Parce qu'ils ont, pour la plupart, un travail, plusieurs implications dans plusieurs organismes, étant donné la structuration sociale de la communauté. Et ils gèrent ces multiples, ils ont parlé de wearing multiple hats. Enfin, en tant que comité, ils sont engagés dans un processus de positionnement vis-à-vis des institutions de gouvernance locale et aussi vis-à-vis des autorités régionales. Ça se traduit par un besoin d'être mieux reconnu, soutenu, valorisé en tant qu'instance qui est uniquement positionnée pour représenter les besoins dans la communauté, pour influencer les multiples groupes communautaires vers une action concertée. Donc, j'embarque dans la discussion en revenant sur la perspective occupationnelle, transactionnelle. C'est de comprendre, dans le fond, que les activités de planification, quand on les conçoit comme une occupation, prennent leur sens lorsqu'elles permettent aux membres des comités de guérir personnellement et collectivement, lorsque ces activités de planification sont centrées sur la redécouverte culturelle en lien avec le territoire notamment, lorsqu'elles permettent de bâtir peu à peu la confiance en soi
des membres de la communauté et des leurs en ses capacités et connaissances culturelles, parce qu'elles sont fondées sur et visent la création d'espaces sociaux, soutiennent la construction de l'identité culturelle, permettent de résister et de revendiquer la décolonisation des politiques, programmes et services, et aussi lorsqu'il intègre une dimension de conscientisation vis-à-vis de l'impact du colonialisme. C'est important à reconnaître de cette façon-là ces dimensions-là de la participation comme des facteurs qui peuvent faciliter la mobilisation communautaire pour tous ceux qui sont impliqués dans de telles initiatives, peu importe que ce soit en promotion de santé. Et c'est des facteurs qui vont diminuer l'obstacle à la participation parce qu'ils vont permettre d'amener un sens à l'engagement des membres. Martine, il te resterait environ 10 minutes si ça te va. Oui, c'est parfait. Je crois arriver. Merci. Maintenant, revenir plus spécifiquement sur certaines des thématiques. Sur la guérison, ce qu'on apprend des membres des communautés, c'est aussi très cohérent avec une littérature abondante sur le besoin de guérir des Premières Nations. Les effets durables de la colonisation continuent à présenter une source importante de perturbation de la santé et du bien-être, puis en particulier de guérir des traumatismes liés au pensionnat pour pouvoir retrouver un équilibre est largement discuté encore. Et selon selon un auteur qui a en fait un grand travail d'analyse des témoignages, des transcriptions des témoignages à la Commission Vérité et Réconciliation, Capitaine, les voies de sortie de la violence impliquent de pouvoir retrouver, de pouvoir trouver un sentiment d'être sujet, de processus de resubjectivation à travers la question du partage et du témoignage dont nous ont parlé les participants. Et aussi, ces opportunités de partage, de témoignage sont très importantes pour permettre la connexion de l'expérience individuelle, à un phénomène plus large de destruction culturelle collective, donc pouvoir situer ces événements-là à l'extérieur d'eux et développer les représentations collectives de ces événements-là. Et de manière, dans le fond, à permettre là, de déplacer la responsabilité pour la violence sur le projet et le système colonial, et non plus sur la victime, non plus sur la victime qui est peut-être devenue un abuseur dans la communauté, mais de manière à pouvoir comprendre que cette personne-là a également été victime. C'est une question de réconciliation à même les communautés et pour permettre de rebâtir les solidarités intergénérationnelles. L'auteur avait, en fait, je voulais le mentionner aussi, le capitaine, dans son travail, avait noté que contrairement à comment ça s'est passé dans d'autres provinces, semble que les personnes qui se sont présentées aux audiences tenues au Québec avaient eu tendance à le faire de manière seule plutôt qu'en dyade, parents-enfants, comme ça a été vu dans d'autres provinces. En fait, c'est ce que j'ai vu dans ses écrits. Concernant la revitalisation, également de nombreuses études qui établissent le lien positif entre les approches fondées sur la culture et l'amélioration de la santé physique ou du bien-être émotionnel, la prévention du suicide, par exemple, la violence conjugale et autres. Il y a vraiment un mouvement actuel d'intervention par la culture, le rétablissement par la culture. Et les membres de notre comité avec le Conseil CRI, l'équipe, c'est-à-dire de l'initiative de planification, avait souligné l'importance, voire l'importance d'élargir l'accès aux approches de guérison par le territoire, en soutenant mieux les efforts des communautés. Ça impliquerait d'en permettre l'accès aux familles et à l'ensemble des communautés. Et l'accès est actuellement restreint à certaines catégories, dont les jeunes qui sont impliqués avec donc, c'est important d'en assurer la possibilité à des moments clés à l'automne. Join the meeting. L'automne est associé avec le retour au pensionnat des générations qui sont encore touchées qui ont vécu les pensionnats. Et donc, c'est un moment de l'année où il y a une augmentation de la dépression. Donc, vous avez peut-être lu les points. Je vais juste essayer de conclure. Désolée. Concernant la décolonisation des politiques, c'est considéré comme, dans la littérature comme étant un des piliers de la sortie de la violence que je mentionnais. Puis, les institutions doivent réussir à
transcender ce que Anderson, c'est un physicien qui est autochtone, une femme médecin en fait, qui parle de racisme épistémique ou qui réfère au fait que dans nos institutions, il y a une forme, on peut dire qu'il y a une forme de supériorité culturelle à travers les manières de catégoriser la maladie mentale, notamment, qui sont dominées par l'approche de la médecine fondée sur les données probantes et autres formes de catégorisation. Et à l'égard de la réconciliation, Marcia nous dit que nous devons procéder de manière très délibérée pour essayer d'identifier comment opère ce racisme dans nos systèmes de santé. Et j'aimerais finir la discussion en mentionnant que malgré tout ça, nos échanges en équipe, avec l'équipe du Conseil, avec les acteurs régionaux, sur les résultats ont, à l'occasion, généré des réactions où on remettait en doute le besoin de guérir. Donc, c'est important à le mentionner aujourd'hui et que la notion d'une carrière de guérison a pu être mentionnée de manière un peu désobligeante et que également, il y a pu y avoir par moment un mépris vis-à-vis d'activités culturelles telles que celles que je mentionnais dans les ateliers, alors que nos résultats démontrent très bien qu'il y a une compréhension extrêmement pointue des participants en ce qui concerne comment ça doit se passer, le retour de la confiance des membres vis-à-vis de leur capacité de reconnaissance culturelle. Alors, c'est malheureux de percevoir qu'il peut y avoir parfois un doute, une remise en doute de la pertinence des activités culturelles développées localement. Et ces attitudes peuvent avoir des impacts importants et sont le reflet là, des relations top-down qui perdurent entre des entités régionales et les communautés. Donc, je pourrais finir en émettant certaines choses, je pense, qui sont assez, qui vont de soi, là, surtout avec les événements récents, comme quoi les institutions doivent développer des plans stratégiques pour améliorer les soins et services et lutter contre la discrimination. Je pense que peut-être ce qui est important à réfléchir, c'est comment ça va se faire. Est-ce que c'est le rôle des alliances, le rôle qu'on va jouer les organismes autochtones qui ont l'expertise et comment on va développer les partenariats pour y arriver et créer l'espace pour le leadership à travers ça, le leadership autochtone. Une citation prise par une ergothérapeute à l'égard de la sécurité culturelle qui mentionne comment ça doit dépasser la question de la sensibilité à la différence pour pouvoir justement analyser la discrimination puis les écarts de pouvoir et mettre l'emphase sur les contextes sociopolitiques qui viennent façonner les réalités actuelles et que c'est au système d'initier le changement, de s'adapter. Pour de vrai, je vais conclure sur les limites. Important de mentionner, je n'ai pas beaucoup parlé des participants. C'était notamment, surtout des adultes. Le plus jeune pouvait avoir près de la fin de la vingtaine, mais la majorité avait dans la quarantaine, cinquantaine, quelques aînés. Donc, je n'ai pas le point de vue des jeunes, des ados, de la jeunesse autochtone à travers ça. Puis, le temps passé dans les communautés, comme je disais, c'est des brèves visites. On ne parle pas d'un séjour d'un an. Et j'ai visité 4 communautés. Enfin, évidemment, je suis une autochtone, descendante française, irlandaise, qui représente l'historique de la recherche auprès des Autochtones quand je me déplace dans une communauté. Alors, ça peut avoir un impact sur le type d'information qui est partagée, ce qui n'est pas partagé, ce qui est mis de l'avant. Il peut y avoir une envie de me sensibiliser en tant que... Et ça a été, en fait, ça a fait partie de mon expérience à travers la recherche. Alors, j'aimerais conclure en remerciant des individus et organismes qui m'ont permis d'avoir cette expérience-là, dont les membres de l'équipe à travers les années qui sont mentionnés ici haut et le support que j'ai pu obtenir de la part de la direction du Conseil CRI et de leur département culturel, le département Nishiyu. Et j'ai été financée par le Fonds de recherche du Québec en santé pour mon travail postdoctoral à ce sujet. Oups. Merci beaucoup
pour votre écoute. Je vais arrêter le partage de mon écran, je pense, pour vous revenir. Merci beaucoup, Martine, pour cette belle présentation très riche et personnellement bien appréciée. Toute la richesse des citations aussi, là, ça illustrait vraiment bien ton propos. Donc, c'est moi qui vais animer la période d'échange.